Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans On parle santé, la chronique qui vous fait découvrir les métiers du soin, leurs réalités et les parcours inspirants de celles et ceux qui les exercent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Charline qui a gentiment accepté de répondre à nos questions et de nous éclairer sur le métier d'auxiliaire de puriculture. Un métier qui est, essentiel au cœur de l'accompagnement des tout petits et du soutien aux familles, mais qui reste encore parfois méconnu, justement du grand public. Bonjour Charline, comment allez-vous? Bonjour, et ben, ça va très bien Agathe, merci. Super, bah, merci en tout cas à vous, d'être présente aujourd'hui pour répondre à nos questions. Avant ça, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter vous? Pourquoi avoir fait ce choix de métier? Qu'est-ce que c'est vraiment, être, auxiliaire de puriculture? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, alors, moi c'est Charline, du coup j'ai 29 ans. Je fais le métier d'auxiliaire de périculture que depuis 3 ans maintenant. J'ai fait tout simplement une reconversion professionnelle. La dualité du terrain de mon ancien corps de métier, était, trop compliqué à intégrer en tout cas et comme Comme j'avais, j'avais, en tout cas au collège, toujours souhaité, travailler dans le milieu de la maternité et voulu être sage-femme surtout, j'ai un peu trouvé, l'entre-deux et le métier d'auxiliaire de puériculture, en fait, comblait pas mal des cases que je souhaitais, avoir, en fait et faire. Donc je me suis lancée dans cette aventure et aujourd'hui, je ne regrette strictement rien, mais rien du tout. tant mieux. Je Ah oui, non, on est dans un métier qui est vraiment humain avec des, vraies relations, il y a un vrai travail d'équipe, de la reconnaissance. C'est totalement différent et ça me comble, vraiment professionnellement parlant. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faisiez justement avant, Oh, avant votre reconversion? bien sûr, j'étais dans les métiers de la mode. J'étais, OK. styliste, assistant styliste, voilà, Et rien du à coup, voir. le choix de s'orienter dans un domaine un peu plus, on va dire, paramédical, milieu un peu bébé et cetera, pourquoi ce choix? Est-ce que vous avez parlé du coup du fait que vous avez toujours aimé ça un peu, les enfants? Ou est-ce que c'est les matières un peu scientifiques? Enfin, pourquoi voilà cette reconversion, on va dire 360, C'est assez intéressant comme question parce que, effectivement, et bien, ma maman déjà, est dans le corps du paramédical, hein, depuis, des années. Elle était aide-soignante et c'est vrai que quand j'étais totalement, dépourvue de solutions quand je cherchais, du travail, dans mon ancien corps de métier et ben, je me suis beaucoup confiée à elle et c'est elle qui m'a guidée et qui m'a dit: «Beh, pourquoi tu veux pas, retenter, tu aimais beaucoup, le métier de sage-femme et cetera». Donc on a beaucoup cherché, on a cherché plus du métier de paramédical parce que en fait, le parcours pour faire sage-femme, il est très complexe et surtout très long et j'avoue n'avoir pas voulu me lancer dans des études aussi longues. Voilà. Mais du coup, on a cherché et c'est là que je suis tombée, sur une liste de plein de métiers du paramédical et il y avait le métier d'auxiliaire de puériculture et quand j'ai vu qu'on pouvait travailler dans le milieu hospitalier, car c'était vraiment ça qui m'intéressait. Moi, clairement, depuis que je me suis lancée dans cette aventure, d'auxiliaire de puériculture, je n'ai jamais voulu travailler en crèche ou autre, hein. Ce n'était clairement pas mon objectif et quand j'ai vu qu'on pouvait travailler, bah, effectivement en milieu hospitalier et notamment la maternité et ben, je me suis dit: «Bah, ça c'est pas mal comme idée» et me voilà là aujourd'hui, bah, je travaille à plein temps en salle de naissance, en urgence obstétricale et je suis, comblée. Je suis très heureuse de faire ce métier aujourd'hui. et pourquoi donc, hospitalier forcément et pas justement, comme tu l'expliquais, les crèches et cetera? Je crois que j'avais trop d'idées ou de stéréotypes un peu du métier d'auxiliaire de puériculture ou du moins de la crèche. OK. Stéréotype qui s'est un peu effacé quand j'ai fait mon stage en crèche, en formation, mais clairement c'était une routine, heu, que, j'étais pas prête à avoir au quotidien en fait dans le métier. J'aime beaucoup, peut-être le côté scientifique du métier, effectivement, j'aime beaucoup l'urgence, j'aime beaucoup l le côté intense, l'adrénaline, hein, du métier et très clairement
tout ce qui était les structures d'accueil, c'était pas ce qui me correspondait. Et vraiment, bah, le milieu hospitalier, c'était ça, c'était, aussi bien, bah, pour la pédiatrie que pour les urgences, que pour la maternité, que ça soit la suite de couches ou la salle de naissance. C'était tout ça qui m'intéressait, vraiment. C'était le côté: je prends soin du patient et enfin, et du moins de la patiente et de son enfant. C'était vraiment ça qui m'intéressait et et voilà. On va justement revenir plus tard sur, tes fonctions un peu, tes missions au sein de l'hôpital. Mais Bien avant sûr. ça, est-ce que tu peux parler un peu justement des études pour devenir auxiliaire de puériculture? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce que tu vois comme matière, et cetera? Bien sûr. Alors pour faire déjà auxiliaire de puériculture, il faut faire le DEAP. C'est le diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture. Et il y a que cette formation qui te donne la possibilité d'exercer ce métier. Elle se fait donc dans des IFAP, des instituts de formation d'auxiliaires de puériculture. Il en existe, des diverses, hein, ça peut être très bien, intégrer, la formation de la Croix-Rouge que d'aller dans des instituts, dans des lycées, des métiers qui louent des locaux pour, une IFAP. Voilà, ça il peut y en avoir plusieurs. Comment elle est constituée? Bah, du coup, on a de la partie, théorique et du pratique, c'est-à-dire qu'on a un temps en école et on a aussi plusieurs stages à l'année. On a 4 stages à l'année au total. Et du coup, elle peut se faire en continu, où on fait que, l'école et les stages ou en alternance, contrat d'apprentissage autrement dit, où on a en plus le contrat professionnel qui nous permet de travailler, en structure d'accueil ou autre et d'avoir, du coup, son petit contrat, un petit salaire aussi et de faire la formation en plus à côté. Heu alors, il y a pas de matière, comme à l'école. On n'a pas de maths, on n'a pas de français, on n'a pas d'histoire, pas du tout. Là, elle est constituée la formation, elle est constituée en bloc qui est composé de 11 modules et chaque bloc aborde, donc des sujets différents. C'est-à-dire qu'on en a un qui est sur, heu, l'enfant, c'est-à-dire son développement, heu comment dire? Je perds mes mots. L'accompagnement, comment il grandit, tout ce qui est, l'apprentissage aussi, son développement corporel et le développement de ses sens, et cetera. Donc de la naissance jusqu'à ses 18 ans, parce qu'il faut rappeler qu'un enfant, c'est jusqu'à sa majorité. On s'occupe pas que des tout petits. On a un autre bloc, module, ouais, bloc qui va nous parler plus, bah, du corps humain, l'anatomie, la pathologie. On va avoir, une partie où ça va être plus l'hygiène. On va avoir une partie où ça va être plus le travail pluridisciplinaire. Vous voyez? C'est plus ça, en fait. On apprend vraiment c'est la formation, elle est très courte, hein. Elle dure que 1 an jusqu'à 1 an et demi pour, la version en apprentissage. Mais elle est très courte, mais elle est super intense. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à apprendre en peu de temps, mais ce qui fait qu'elle est super intéressante malgré tout, en fait. Et il faut avoir un bon rythme, de travail personnel, hein. C'est-à-dire que, bah, aussi bien des personnes qui sont, jeunes étudiants que d'autres qui ont une vie de famille, hein, avec des enfants en bas âge ou un peu plus grands, et ben, ça demande beaucoup d'organisation, du temps de travail personnel, voilà. Donc ça, c'est très important que quand on entre en formation, c'est d'être organisé, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, dans le travail et son investissement au sein de la formation. Donc voilà, Et j'allais justement te demander parce que tu disais que tu avais, donc 29 ans, à l'heure actuelle, c'est que tu ça. as donc eu ton diplôme d'État il y a 3 ans, donc tu avais 26 ans, au moment où tu as travaillé, enfin tu as Ouais. commencé à faire ta formation et tu t'es retrouvée donc avec des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que toi. Est-ce que ça tu quand même, enfin tu étais quand même à l'aise avec les plus jeunes ou est-ce que, tu as vu qu'il y avait quand même un écart qui était, creusé? Comment tu as pu appréhender ta formation? Alors, au risque de te surprendre, je crois que je faisais partie des plus jeunes dans la D'accord. formation. Ah ouais, OK.
Donc En pas mal de fait reprises d'études, pour certains. exactement, OK. exactement. En fait, beaucoup dans cette formation étaient déjà, travaillaient dans la petite enfance, mais avec un CAP. Par exemple, il y en a beaucoup qui reprennent leurs études pour faire auxiliaire de périculture, pour avoir un meilleur diplôme, un meilleur salaire et pour pouvoir aussi, développer, son activité professionnelle en allant dans le milieu hospitalier, par exemple. OK. Et donc j'avais quand même beaucoup de mamans avec moi ou des personnes qui étaient plus âgées que moi finalement, mais j'avais quelques personnes qui étaient plus jeunes aussi, hein. Mais finalement, c'était pas si perturbant que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui était intéressant, en tout cas dans notre classe, c'est qu'on avait un bon travail d'équipe. On révisait ensemble, on s'entraidait, on faisait beaucoup de travail de groupe aussi, aussi bien pour les devoirs que, bah, pour, s'encourager sur les révisions et cetera. Vraiment, on avait, une très bonne ambiance et c'était super intéressant de voir, bah, du coup, ceux qui ont déjà travaillé en crèche et cetera, qui ont déjà beaucoup de connaissances là-dessus et cetera et ceux comme moi qui débarquent, et qui apprend tout sur le tas. Non, franchement, c'était très intéressant, cette osmose qu'il y avait, entre nous. Vraiment, c'était, très intéressant. Ouais, c'est important qu'il y ait une entraide et une bienveillance pour que tout le monde puisse justement valider à la fin, ce fameux Exactement. diplôme, Eh beh, il faut dire qu'aussi que en tant qu'auxiliaire de périculture, l'entraide et la bienveillance fait partie un peu de nos principes eh aussi. oui, Donc si on le montre pas déjà en formation, qu'est-ce que ça va être dans le milieu professionnel? Sauf si on est vraiment très réservé, en classe et cetera et qu'après, quand on travaille, c'est totalement différent. Mais c'est sûr que ça fait partie des principes, tr des points en tout cas, c'est des points clés très importants. La bienveillance, l'entraide. j'allais justement te demander quelles sont les qualités, on va dire, de prime abord à avoir pour être une bonne, auxiliaire de puériculture. Tu en as donné quelques-unes, est-ce qu'il y en a d'autres? Mmh. Bah, ouais, bah, du coup, il y a la bienveillance qui c'est très important d'être à l'écoute aussi, aussi bien du tout petit en crèche qu'auprès des mamans dans le milieu hospitalier. Hem On a, bah, forcément le travail d'équipe qui est très important aussi, l'entraide. On a le sang-froid aussi, de face à des situations qui peuvent un peu nous déstabiliser, qui peuvent être très intenses, même que ça soit face à une crise d'un enfant, de 3 ans en crèche que, face à une urgence, au milieu hospitalier. Il faut avoir du self-control et être à l'écoute, bienveillant, peut-être la douceur. La douceur est quand même très important, je trouve aussi Être et je patient aussi peut-être, la patience, oui, bah, oui, oui. ouais. Bah, quand je dis, self-control, je pense que la patience en fait Oui, partie c'est vrai. dedans, donc je le comprends dedans, mais c'est vrai que la patience aussi est très important. S'il y a un bébé qui crie, faut pas, perdre ses moyens et s'énerver tout de suite, ouais. Ah non, non, c'est sûr. Une personne qui ne sait pas faire preuve, heu, de sang-froid et et aussi, d'être, tr enfin, comment dire? Hem, enfin, ouais, d'être très calme, de pas savoir, faire preuve de calme sur, des situations qui peuvent très vite dégénérer et ben, c'est compliqué. Parce que du coup, tu t'entraînes dans cette vibes de, perte de contrôle, d'urgence, de colère ou de tristesse, et ça aide pas forcément, en fait. Au contraire, il faut quelqu'un qui sache stabiliser parfois les situations. Très important. Effectivement. Et justement par rapport à ces études, comment on entre? Est-ce que c'est sur dossier? Est-ce que, il faut préparer un oral, comment ça se Et passe? oui! Alors pour le coup, c'est une chance parce que j'ai l'expérience d'avoir fait, des entretiens, avec, bah, du coup mes anciennes formatrices, des entretiens d'entrée, en formation, donc je sais comment ça se passe, en plus de l'avoir vécu. Alors, pour entrer en IFAP, déjà, il faut savoir que tout le monde peut rentrer. Qu'importe le parcours, qu'importe l'ancien métier ou le même l'âge, et ben, tout le monde peut le faire, cette formation, tout le monde peut faire ce métier. Ce qui est très important à savoir, c'est que pour entrer dans la formation, c'est sur dossier, d'accord? Donc quand tu rentres en contact avec l'IFAP, que tu montres ton souhait de vouloir t'inscrire, ils vont te donner un
une liste de choses à fournir pour composer ton dossier. Donc, en général, c'est CV, lettre de motivation. Tu as aussi une rédaction écrite à faire. Cette rédaction écrite, elle est basée sur ton projet professionnel de, bah, qu'est-ce qui te motive à faire cette formation? Pourquoi tu veux faire ce métier? Ton objectif de et aussi la tournure de pourquoi tu veux faire ce métier? Qu'est-ce qui, dans ta vie, s'est passé, ce déclic ou même une expérience personnelle ou que ça soit toi qui l'aies vécu ou que tu aies vu quelque chose qui fait que tu as envie de faire ce métier. Donc ça, c'est très important de faire le lien entre la formation et ton projet professionnel. Ça, c'est très, très important. Ensuite, bah, après, il y a un tas de documents, hein, classiques, administratifs, mais le plus important, ce que nous, en tout cas, quand on est juré et qu'on regarde le dossier, c'est la lettre de motivation, le CV aussi, mais c'est surtout cette rédaction. Et cette rédaction, même si on la lit, et ben, durant cet entretien, et ben, toi, en tant que candidat, tu vas un peu la répéter parce que c'est comme ça que tu vas te présenter. On va quand l'entretien commence, on va déjà nous se présenter en tant que juré et après, bah, laisser le candidat se présenter. Et là, à ce moment-là, il va du coup se vendre, comme tout entretien. Et ensuite, nous, on va poser des questions. Donc, parfois, on va creuser un petit peu plus si on voit que la personne a pas assez parlé sur, son projet professionnel. Si nous, on voit des choses dans son dossier qui a le mérite, de s'interroger un peu plus, on en parle et après on va poser des questions un peu plus techniques, sur, bah, est-ce que la personne s'est assez renseignée sur la formation? Est-ce qu'elle sait de comment elle est composée? Donc quand on parle de modules, de blocs, qu'on parle de stages, heu, de quoi aussi ça peut aborder, la formation. S On peut poser aussi des petites questions, un peu mathématiques, dans le sens, si la personne fait un peu preuve de logique, ou de connaissances là-dessus, des calculs très simples, hein. Par exemple, sur le nombre de dosettes, d'un biberon par rapport à tant de millilitres, ou une perte pondérale de 10 sur un bébé. Voilà, c'est des questions très simples, il y a pas de, de fourberie là-dedans, c'est vraiment la simplicité. On va pas vous demander d'utiliser Pythagore ou quoi que ce soit. Tout va bien. Mais voilà, donc du coup, c'est un échange qu'on fait, mais nous, le but, c'est de s'intéresser au candidat et c'est que le candidat se vende aussi. Si la personne, s'exprime bien, que aussi le dossier est très propre, hein, parce qu'on va juger un peu l'écrit aussi, hein, la propreté du dossier, savoir s'il y a pas trop de fautes d'orthographe et cetera. Ça aussi, ça rentre en compte, hein, dans la note. Oui, parce que n à la fin de cet entretien, vous êtes noté sur, un total de 30 points qu'on transforme sur une note de 20 et c'est comme ça que vous êtes noté et que par la suite, on peut faire une sélection et tout. Après, il faut savoir aussi que ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui souhaitent rentrer en formation, mais il n'y a pas autant de places aussi D'accord. dans chaque, IFAP. Donc effectivement, on est obligé de faire le tri. C'est-à-dire qu'il y a toujours une liste principale et il y a une liste secondaire. Donc dans cette liste principale, tu peux forcément ne pas t'y retrouver, mais être dans cette liste secondaire et même si tu as une très bonne note, attention, hein, et que, bah, cette liste principale, il y a des gens qui peuvent se dire: «Ah bah, désolé, j'ai accepté ma place dans un autre institut de formation, du coup, ça fait des places qui se libèrent» et les gens après peuvent rentrer petit à petit. C'est un peu ce principe-là. Mais c'est vrai que c'est très dur de voir autant de personnes et de se dire qu'il y a pas autant de place et on est obligé de se dire: «Ah bah, cette personne-là, c'était un super bon dossier, elle a super bien parlé, son dossier était incroyable, elle a vraiment montré ses motivations». Voilà, c'est très important aussi la posture qu'on a en entretien, et sa façon de s'exprimer. D'être clair, de montrer de la motivation, à son intonation de voix aussi, voilà. Après, il y a des gens qui sont très stressés, on l'entend et ça, c'est pas grave. On leur dit: «Respire, prends ton temps et on t'écoute». Ça, il y a pas de souci, hein. On n'est pas des monstres, hein. On est humain. C'est important dans ce métier d'être humain, donc on le montre et on essaye d'apaiser la personne, l'ambiance pour que la personne puisse au mieux s'exprimer, quoi. Donc de ce que je comprends, c'est assez sélectif, comme formation, mais une fois entré en formation, est-ce que c'est une formation qui, pour toi,
est difficile? Ou est-ce que si on travaille régulièrement, ça devrait bien se passer, c'est plutôt, Elle est alors, je dirais pas qu'elle est facile, elle a sa complexité parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur une courte durée, hein, je le rappelle. Mais dans le sens où elle est difficile, c'est si toi, en tant qu'étudiant, tu ne t'organises pas. Si tu n'écoutes pas en classe, si tu comprends pas non plus ce qui est dit en classe, que tu poses pas de questions à tes professeurs sur le moment, si toi derrière tu arrives pas à réviser, à te de te dire que: «Oh là là, je dois lire des cours et des cours et mais j'y arrive pas à retenir». C'est de l'organisation, c'est se dire: «Bon, je fais des fiches pour raccourcir et garder les points importants de mes cours, pour éviter de réviser 50 pages». Je vais, faire des groupes de révision avec mes camarades pour pouvoir réviser ensemble et mieux comprendre peut-être, trouver un peu plus de logique aussi dans certaines réponses, et puis aussi, bah, juste le geste de, je vais voir mes professeurs pour poser des questions et puis nous, ce qui était bien, c'est que nos formateurs ont vu, parfois que, c'était important ce moment de se regrouper pour, réviser et que parfois par semaine, il laissait 1 heure en plus de nos cours, de temps libre où les personnes étaient là pour que on puisse réviser ensemble et que aussi le formateur puisse être présent s'il y a des questions et qu'il y a vraiment besoin, d'assistance dans ces révisions. Donc c'était plutôt cool, quoi. Mais c'est vrai que voilà, c l'organisation est très importante, les motivations et chacun sa technique, hein, pour réviser, hein, parce que chacun a des facilités que d'autres n'ont. Mais voilà. L'organisation est très, très importante parce que si tu ne le fais pas d'entrée de formation, au bout de 3 4 mois, tu es déjà perdu, très clairement. OK, bah, merci pour toutes ces préconisations. On va De rien. parler un peu plus du coup, en profondeur sur ton métier. Est-ce que tu peux OK. nous parler un peu de tes missions, au quotidien? À quoi ressemble une journée type finalement à tes côtés en tant qu'auxiliaire de puériculture? Oh ouais, bien sûr. Alors, du coup, pour rappel, moi, je travaille uniquement en salle de naissance. Je suis, dans une maternité de niveau 2A et en équipe, moi, j'ai uniquement une sage-femme avec moi, l'auxiliaire et j'ai une ASH, donc autrement dit, une femme de ménage qui nous aide, dans l'entretien des locaux. Alors, très important, un point super important que je répète tout le temps, c'est que notre rôle d'AP est très différent selon la structure dans laquelle on travaille et le service également. D'accord? Donc ce que je vais dire, ce que je fais, ça ne sera pas forcément une journée type ou les missions type de l'AP partout. C'est vraiment très, très important à savoir. Donc, pour ma journée type, bah, du coup, moi, je fais des journées en 12 heures. Je fais des gardes de 12 heures, donc je commence à 8 heures, je finis à 20 heures. Quand on arrive, le matin, il y a déjà les transmissions entre l'équipe de nuit et l'équipe de jour. On Parfois, on récupère donc des patientes, que les filles de nuit ont laissées. Moi, le matin, du coup, je fais un check de mes salles, de savoir si j'ai tout le matériel, si les pleins sont faits. Si je vois qu'il manque des choses, je vais faire les pleins. Donc c'est moi qui m'occupe du stock, donc du service et du réapprovisionnement dans les salles. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Après, bah, je vais, s'il y a des patientes en salle, bah, je vais me présenter, je vais, m'occuper d'elles. Heu, moi, dans la prise en charge des patients, c'est-à-dire que si j'ai une patiente qui arrive, je vais l'accueillir, vais, bah, du coup, la mettre dans une salle, lui poser le monitoring, l'envoyer aux toilettes pour qu'on puisse faire une bandelette urinaire. Hem, je vais prendre des renseignements de base, donc c'est-à-dire, de pourquoi elle vient, si c'est pas programmé sa venue, hein, que c'est une urgence. Prendre ces renseignements-là, voilà, de sa venue, qu'est-ce qui ne va pas? Si en fonction de son terme, auquel elle est, je vais prendre les renseignements de bébé, savoir si c'est un garçon ou une fille, nom, prénom et les informations aussi de sa potentielle, hospitalisation. De savoir si elle voulait une chambre seule ou une chambre double et ce qu'elle mange. Voilà. Vraiment, ça reste très simple. Donc quand la dame, elle est installée, que j'ai fini avec elle, avec ses renseignements, je vais retourner voir la sage-femme pour faire les transmissions.
de qu'elle, sache de pourquoi elle est là. On a un tableau aussi dans notre poste de soins qui nous permet de répertorier, ce qu'on a, dans chaque salle et comme ça, je mets le nom de la dame, la parité, de savoir si c'est, un 1er bébé, 2e, 3e et cetera, son terme actuel et je mets aussi un peu, brièvement pourquoi elle vient. Pour des contractions, perte de sang, perte de liquide, heu, bébé qui bouge un peu moins et cetera. Ensuite, moi, au niveau de la prise en charge, ça se simplifie à ça pour, si ce n'est qu'un passage. Après, si c'est vraiment un accouchement, bah, je vais j'ai le rôle de préparer le chariot de péridurale pour l'anesthésiste. J'accompagne la dame aussi, pour, l'aider, bah, si elle a des questions, si elle s'inquiète, si elle souhaite, bouger, marcher un peu, un ballon, et quand au moment de l'accouchement, bah, je l'accompagne, je la guide aussi. J'assiste la sage-femme à l'accouchement, donc mon rôle aussi est de lui servir le matériel dont elle a besoin, sur l'instant T. Je prépare tout, j'installe la dame aussi, en position d'accouchement et mon but, voilà, c'est vraiment un accompagnement, c'est de la rendre un peu plus sereine. C'est de lui faire comprendre que tout va bien se passer, donc comment on fait pour la pousser et cetera. Si elle se souvient pas ou qu'on lui a pas expliqué, parce qu'il y a des mamans qui ont pas suivi les cours de préparatoires, à la naissance. Donc du coup, je fais un petit rappel très bref et du coup, c'est de la guider aussi sur ses poussées, donc lui en mode: «Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Allez hop, on récupère un peu sa respiration, on se relâche, on attend la prochaine contraction» et cetera. Donc voilà. Après quand le bébé est là, bah, du coup, on l'accueille, on le pose en peau à peau si tout dans le cadre où tout va bien. On va faire, ses soins d'accueil aussi avec l'examen de la sage-femme. On température, vitamine K, hem, on fait, l'habillage et cetera, si, au bout des 2 heures de surveillance. Je fais aussi l'accompagnement sur l'allaitement pendant ces 2 heures de surveillance. Je la mise au sein précoce, je les aide à mettre en peau à peau aussi bien maman que papa s'ils le souhaitent, hein, bien évidemment et après, bah, quand tout est terminé, bah, je fais mes transmissions, sur notre logiciel, j'aide la sage-femme sur de la paperasse, et après, bah, du coup, je les raccompagne en chambre, donc en suite de couches pour, leur hospitalisation. Voilà, brièvement, c'est ce que je fais. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est Oui, après je fais les commandes aussi, pour, les stocks. Il y a énormément de choses. C'est c'est un peu qu'est-ce que je vois? compliqué de tout, Pareil. préciser, tout détailler, mais globalement, voilà, c'est l'accueil de la patiente, son accompagnement, servir la sage-femme, enfin, du moins l'accompagner aussi, que ça soit dans l'administratif que dans l'accouchement et après s'occuper de bébé parce qu'après c'est vrai que nous en tant qu'auxiliaires de puériculture, notre rôle normalement se concentre que sur le bébé, mais comme on est une petite équipe, c'est pour ça que je fais énormément de choses, hein. Parce qu'il y a d'autres endroits, comme je disais, selon l'endroit où on va, il y a des équipes qui sont beaucoup plus imposantes et du coup que la paix ne fait pas grand-chose, hein, et qu'elle se limite vraiment sur l'accueil du bébé quand il est là. Donc voilà. Et parmi tout ça, justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous, que vous préférez, enfin que tu préfères, pardon, dans ton métier? Voilà, parmi toutes ces missions, est-ce qu'il y a une appétence particulière, quelque chose que tu aimes pratiquer? Moi, alors, la particularité, je trouve, de ce service, c'est, la relation humaine qu'on peut avoir avec la patiente. C'est parce qu'on peut très bien la voir que pour une demi heure si elle est que de passage, qu'on peut la voir toute une journée si, vraiment c'est pour un accouchement. Donc moi, je trouve incroyable déjà et unique le moment de l'accouchement. Cet accouchement, il se passe différemment à chaque fois selon les dames, hein, d'accord? Mais je trouve que c'est toujours un moment incroyable et fort en émotion aussi et c'est ça que j'aime beaucoup, dans mon métier. C'est de pouvoir être là, c'est ce moment privilégié, c'est d'avoir le privilège, en fait, d'être là, sur cette naissance. Je trouve ça formidable et après, ouais, moi, j'aime beaucoup l'adrénaline aussi, donc l'urgence, j'aime beaucoup ça. Hem
Et ouais, c'est l'accompagnement, c'est le fait de prendre soin. J'ai toujours en fait, dans mon fort intérieur, j'ai toujours aimé prendre soin des gens et leur apporter du bien-être. Et pour moi, je peux enfin, venir en faisant la tête, je ne peux pas. C'est impossible. Si je suis présente, c'est pour avoir le sourire, c'est pour être bienveillante, c'est d'être un rayon de soleil pour la dame, de se dire: «Tout va bien, vous êtes avec nous, ça va bien se passer. On va s'occuper de vous». C'est ça qui enfin, pour moi, ma définition quand je viens travailler, c'est ça. Mais j'adore en fait, j'aime beaucoup ces moments où je discute un peu avec la dame, c'est un peu rire aussi parce que c'est de les faire rire, c'est de les décontracter, c'est de les apaiser, de les mettre en confiance, de leur dire: «Bah, nous l'équipe médicale, on est super cool, on vous allez voir, ça va super bien se passer, on va trop bien se prendre soin de vous, hein». Donc voilà. Et puis j'ai de la chance, c'est que j'ai des très bonnes collègues aussi. Je travaille, avec plusieurs sages-femmes parce qu'il y a des roulements et il y en a que je les vois tous les 5 jours, par exemple. Donc j'ai pas toujours les mêmes. J'ai des vacataires aussi. Donc franchement, c'est super cool. C'est très varié parce que, bah, chacune a sa façon de travailler et franchement, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir intégré, en tout cas, cet établissement et cette équipe. C'est qu'elles sont toutes bienveillantes, elles ont toutes été patientes aussi sur, mon temps d'adaptation, quand j'ai commencé mon travail juste après mon diplôme. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que je fais. Bah, tant mieux, tant mieux. C'est vrai que c'est un métier, qui a l'air très riche et c'est vrai que c'est avant tout aussi du social, donc c'est important, Oui. de pouvoir, voilà, être bienveillant, et puis comme vous dites, hein, toutes les qualités que vous avez énoncées, enfin que tu as énoncées, c'est vrai que pour moi c'est également essentiel. Mmh. On a également des questions que nous ont envoyées des internautes. OK. Hem, alors première question, on nous demande si, les horaires sont imposés, en tant qu'auxiliaire de puériculture ou est-ce qu'on peut choisir justement si on veut être du matin ou du soir? Alors, non, c'est plutôt imposé. Dans le sens où, alors j'ai f entre un stage où j'ai vu, des journées de 8 heures classiques ou des gardes de 12 heures comme je fais actuellement, je vois à peu près comment ça se passe le roulement. C'est-à-dire que donc du coup, garde de 12 heures, donc on après, on peut choisir si on travaille de jour ou de nuit, attention. Ça, c'est le choix qu'on fait. Après, hem, le temps de travail, c'est imposé parce que c'est le contrat qu'on passe avec la structure, donc avec l'établissement. Donc moi, je travaille en 12 heures, donc je peux faire 4 gardes maximum par semaine, ce qui est imposé, hein, en tout cas. Donc j'ai un roulement fixe, une semaine sur 2. Donc voilà. Et de ce que j'ai vu en stage, donc il y a aussi des roulements donc en 8 heures de garde. Donc il y en a une qui commence très tôt le matin, il y en a une qui arrive un peu plus tard dans la matinée et qui va jusqu'à la fin de journée et après il y a l'équipe de nuit. Voilà. OK. C'est après de savoir de décider si on est du matin ou de l'après-midi, ça on peut pas décider. Je pense que c'est un roulement, c'est pour que ça soit équitable entre tout le monde et que ce soit pas tout le temps les mêmes personnes qui fassent, très tôt le matin ou, qui fassent, très tard le soir. Donc voilà. D'accord, merci et est-ce que c'est un métier qui est compatible avec une vie de famille? C'est une question qui est pas mal revenue. Oui, alors après c'est pareil, c'est de l'organisation, c'est de savoir si derrière on a, la famille qui peut nous aider. Alors personnellement, je n'ai pas encore de vie de famille, donc j'en suis pas là, mais j'ai des collègues qui ont une vie de famille, alors et elles s'en sortent très bien. C'est pas un souci. J'ai alors après ça dépend aussi, pour celles qui préfèrent travailler de nuit ou bien de jour, l'organisation est différente, mais il y a pas de problème, hein, on peut très bien avoir une vie de famille et travailler, dans le milieu hospitalier, sans souci. Et enfin, comment bien préparer, son oral? Tu parlais donc de calcul de dose tout à l'heure. Est-ce que tu as des petits tips, pour les futurs étudiants, qui souhaitent justement se préparer et obtenir avec brio, cet oral? Mmh Alors,
c'est vrai que souvent, c'est une question qui revient aussi, sur mes réseaux. C'est que, on me demande toujours, en message privé, «Oh là là, je stresse énormément, à chaque fois je loupe mes oraux» et cetera. Donc du coup, moi, je pense qu'il est très important, c'est effectivement déjà savoir se décontracter. Gérer son stress, c'est très important. Donc, même si au début de ton oral, tu arrives et tu dis: «Bon, je suis désolée, je suis assez stressée, je suis désolée si je bafouille ou quoi que ce soit», mais au moins, on est prévenus, nous, en tant que juré et on sera en mode: «OK, il y a pas de souci, bah, prends le temps de respirer, on vas-y, lance-toi». Donc, c'est et le stress, comment ça se gère? Bah, c'est savoir gérer sa respiration et pour apaiser son rythme cardiaque, finalement. Donc, du coup, prendre le temps de prendre des bonnes inspirations pour s'apaiser et pouvoir parler. S'il faut à plusieurs reprises respirer comme ça, il y a pas de souci. Donc, bonne respiration, on apprend à s'apaiser, même si on doit faire un petit peu de yoga, hein, avant, on le fait. Mais voilà, on prend le temps. Il faut alors, c'est dur d'être stressé et d'être sûr de soi. Ça, je l'entends, mais ce qui est très important, c'est la finalement, c'est de savoir communiquer, c'est de savoir se vendre. Donc, c'est vrai que le stress, parfois, peut, embrouiller l'esprit et cetera, mais voilà, il faut avoir le contrôle de soi. C'est très important pour pouvoir bien s'exprimer. Donc ça, très important. Après, bah, il faut connaître votre dossier aussi, hein. Il faut savoir, de quoi vous allez parler parce que si c'est quelqu'un d'autre qui l'a rédigé, on le saura très vite, hein, si vous dites pas les mêmes choses, hein. Donc voilà, très important, de reprendre les points importants de votre rédaction et de vos motivations. Vous intéresser à la formation parce on peut très bien vous poser la question de savoir, bah, comment elle est composée? Combien de stages il y a? Est-ce qu'il y a un module en particulier que vous avez hâte d'aborder en formation? Donc voilà, ça c'est très important. Et puis, qu'est-ce qui est important? Alors pour les calculs mathématiques, c'est super simple, hein. C'est, quand, sur du pou de la dosage de lait en poudre, voilà, on sait que, c'est, une dosette pour, tant de ml et après vous avez juste même on vous donne un brouillon, hein. Même si vous devez l'écrire à la main pour, le faire, il y a pas de souci, hein, si vous n'arrivez pas à le faire de tête, hein. On n'est pas des monstres, hein. Donc on peut vous laisser le temps de faire votre calcul, même sur papier si vous préférez et voilà. Et même, pour, la perte pondérale de 10 hein, de toute façon 10 il y a pas compliqué, c'est juste, on décale la virgule. Mais bon, ça peut être compliqué c'est pas toujours évident ou logique pour tout le monde. Donc voilà, juste faire une petite révision comme ça parce qu'en soi, calcul mathématique, on vous posera pas grand-chose, hein, de compliqué. Souvent, ça se résume à ces 2 questions-là et que voilà. Après effectivement aussi, on est un peu fourbe juste dans le sens où par rapport à vos motivations et vos objectifs de savoir si vous voulez travailler en crèche ou en milieu hospitalier, ben, on adapte notre discours en fonction de votre souhait. Donc voilà, moi je sais très bien que j'avais, mes collègues avec qui j'étais, elles étaient plus basées sur la crèche, les structures d'accueil que moi du coup le milieu hospitalier et que quand il y avait des gens qui s'intéressaient au milieu hospitalier, bah, je posais plus de questions bah, quel service ils souhaitaient vraiment, hem ils souhaitaient vraiment aller, est-ce qu'ils y connaissaient un petit peu quelque chose? Est-ce qu'ils pouvaient, un peu nous expliquer, une journée, type, d'une auxiliaire, dans tel service? Et effectivement, je posais la question sur la perte pondérale parce que voilà, c'était un peu le lien. Mais voilà, sinon ça reste assez simple, pour le calcul mathématique, hein, pas d'inquiétude. Tu dis: «On», donc tu fais ou tu faisais partie donc d'un jury, c'est ça? C'est ça, j'ai été contactée OK. par du coup, l'IFAP, dans laquelle, j'avais fait ma formation. Il leur manquait un jury et ils m'ont, demandé si j'étais intéressée et disponible aussi, pour, aller les voir et j'ai fait donc 3 jours d'affilée, de jury, effectivement et j'ai fait, jurer, pour, le concours d'entrée, en IFAP et c'était super intéressant d'être, du coup, de l'autre côté de la table, avec les formatrices, j'ai beaucoup apprécié et du coup, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'on n'est plus entre
l'élève et la formatrice, mais entre collègues finalement. Donc non, c'était une bonne expérience, j'ai beaucoup aimé, ces moments-là. Super. Bah, Charline, merci beaucoup, d'avoir pris le temps Avec de plaisir. répondre à toutes nos questions. On comprend mieux justement à quel point le métier d'auxiliaire de puériculture, il est essentiel, humain et surtout riche de sens. Oui. Hem, Chers auditeurs, donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre, pour découvrir justement d'autres métiers, de la santé. Et Charline, donc si nos auditeurs souhaitent justement en savoir plus, sur ton parcours ou s'ils veulent simplement te contacter, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux, sur lesquels ils peuvent, bah, voilà, s'abonner, te joindre, Oui, bien sûr. Alors, je suis, principalement sur, TikTok et Instagram, donc au nom de Born with Charline et du coup, ces réseaux abordent donc le métier d'auxiliaire de puériculture, particulièrement donc en salle de naissance. Je donne aussi des conseils maternité, je fais des story time et également je fais des un petit peu d'humour, de temps en temps parce qu'il faut bien rire dans la vie pour, donner un peu de bonne humeur aux gens. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux et que si vous avez des questions, vous pouvez toujours, me contacter, là-dessus et je réponds, toujours avec plaisir et l'entraide du coup, fait partie de mes principes et donc très important, heu, de le faire. super. Bah, merci beaucoup. On explique quand même que Charline, donc c'est bien avec un Y, hein? Parce qu'on a tendance à Oui, l'écrire des c'est fois avec avec un un I. Y. Voilà, donc Exactement, Charleyne. exactement. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas et à très bientôt pour un nouvel épisode de On parle santé. Eh bien merci beaucoup.